Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est le président du Sénat. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour Sonia Mabrouk. 6e jour de guerre en Ukraine, des frappes, on vient de l'entendre, sur certaines villes. Kiev encerclée. Nous allons parler dans quelques instants des réfugiés, des déplacés, monsieur le président. Mais tout d'abord, dans ce contexte très détérioré, des pourparlers se sont quand même tenus, rappelons-le, hier, ainsi qu'un échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Le président français a raison de tout tenter, de tout essayer, même si on n'a aucune garantie. Même si on n'a pas confiance dans Vladimir Poutine, je crois qu'il est important de poursuivre le dialogue, mais un dialogue qui doit être sans concession, un dialogue qui doit être ferme. Regardez, Vladimir Poutine, il parle de négociation et il agite la menace nucléaire. Vladimir Poutine, on l'a vu à l'œuvre, il nous a annoncé le retrait de ses troupes il y a moins de 15 jours. Et il a envahi l'Ukraine au matin du 24 février. Il nous affirmait depuis des années que Donetsk et Lugansk étaient des républiques autoproclamées, et chacun sait qu'il continuait à accorder des visas, à les soutenir. Donc, pas confiance en Vladimir Poutine. À quoi sert de parler alors à vous entendre ? N'est jamais inutile. Voilà pourquoi je pense que le président de la République, comme président aujourd'hui de l'Union européenne, doit continuer le dialogue avec fermeté dans l'intérêt des Ukrainiens et de la paix. Tout à l'heure au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, alors là je parle de la France, il y aura des débats sur la situation ukrainienne. Est-ce que c'est une unité nationale qui doit prévaloir ? Face à la situation en Ukraine, à l'agression russe, parce qu'il faut appeler les mots tels qu'ils sont, bien sûr que l'unité nationale prévaut. D'ailleurs, cette unité nationale, elle est devenue une unité européenne. Nous assistons à une forme de réveil de l'Europe, d'une Europe qui est capable de se rassembler. Nous l'avons vécu au Sénat. Vendredi dernier, nous étions réunis, hasard du calendrier, en conférence de sécurité et de défense en Europe, les 27 présidents de commission des affaires étrangères de la défense, et nous avons voté une résolution en commun particulièrement claire et ferme sur l'attitude de l'Union européenne. Bien, nous allons parler d'Europe, mais je vais parler de la France, puisque nous sommes en campagne présidentielle. Donc, vous dites, Gérard Larcher, vous, le président du Sénat, il faut qu'il y ait une unité nationale, une union sacrée aujourd'hui. Sur le dossier ukrainien. Mais il n'est pas question de donner un blanc-seing. D'ailleurs, c'est le rôle du Parlement. Nous allons débattre aujourd'hui. Mais de quoi allez-vous débattre d'ailleurs sur la situation ukrainienne ? De la situation en Ukraine, de la situation quels sont les tenants et aboutissants de ce débat ? En Europe, du soutien à l'Ukraine, soutien économique, soutien humanitaire, éventuel soutien en termes d'armement. Ce sont les sujets, parce que le rôle du Parlement, dans la Constitution, c'est de débattre, de proposer, éventuellement de blâmer. C'est notre rôle. Et il n'est pas question de mettre la démocratie entre parenthèses au motif d'une crise qui nécessite que nous soyons rassemblés pour la crise et pour gérer cette crise. La démocratie n'est pas entre parenthèses. Malgré tout, on vous entend sur l'unité nationale. Mais il y a quelques jours, Gérard Larcher, la candidate LR Valérie Pécresse a affirmé qu'Emmanuel Macron, je cite, se cache derrière la crise ukrainienne. Est-ce vraiment à la hauteur d'un moment comme celui que nous vivons ? Ses propos. C'est vrai que nous avons assisté à une forme de scénarisation aussi de la crise. De la part de qui ? De la part du président de la République. Mais je pense qu'aujourd'hui, face à cette crise, la réponse, c'est l'unité. Mais l'unité, c'est pas un blanc-seing. L'unité, c'est pas un blanc-seing. Et voilà pourquoi c'est la responsabilité du Parlement de contrôler, de débattre et de proposer. Pas de blanc-seing, mais est-ce que c'est fini ? Est-ce que la campagne présidentielle est finie, atrophiée, inexistante, balayée ? Aujourd'hui, les candidats à l'élection présidentielle doivent se positionner depuis 6 jours par rapport au dossier ukrainien. Ils ont du mal à exister dans cette séquence. Et en plus, celui qui n'est pas candidat est celui qui a la responsabilité exécutive. C'est quand même un paradoxe. Il faut qu'on soit attentif. Nous sommes maintenant à 5 semaines et demie de l'échéance du premier tour. S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de bilan, de projet, imaginons le président de la République réélu, alors ce sera dans une forme d'omission de débat démocratique, avec
un risque de légitimité au cours du mandat. Voilà pourquoi Valérie Pécresse, notre candidate, se bat. Mais arrêtons-nous sur ce point. Certains parlent, dans une telle période, Gérard Larcher, d'une forme de reconduction tacite d'Emmanuel Macron pour un second mandat qui, de fait, par sa fonction, par ses responsabilités en ce moment, est amené à avoir de fortes chances d'être reconduit. Nous verrons. Nous verrons le 10 avril les résultats du premier tour et nous verrons ensuite le 24 avril. Moi, je réclame réellement qu'il y ait débat. Nous pouvons parler de la crise ukrainienne. Mais le débat est congelé. Le débat est anesthésié aujourd'hui. Tout le monde, les esprits sont dans cette guerre ukrainienne. Tous les esprits sont dans cette guerre, mais il nous faut aussi prévoir l'avenir du pays pour les 5 ans qui viennent. Sinon, quels sont les risques ? Autour d'un projet, autour, j'allais dire, de perspectives. Mais quels sont les risques ? S'il n'y a pas cette discussion, cette grande conversation démocratique qui doit être la nôtre. Qui est indispensable dans une démocratie. Alors, quels sont les risques ? Les risques, c'est quelques mois après qu'il y ait des crises de légitimité. Voilà pourquoi ce débat doit avoir lieu et il doit être engagé. Et voilà pourquoi notre candidate, ma candidate, Valérie Pécresse, poursuit avec détermination sa campagne. Détermination, mais avec beaucoup de mal. Est-ce que vous y croyez encore ? Écoutez... Vous hésitez, Monsieur le Président du Sénat ? de partout, c'est qu'elle est la seule qui peut challenger. Vous croyez encore à cet argument ? Je crois encore à cet argument. Vous êtes lucide en me le disant ce matin ? C'est pas les candidats pro-Poutine qui peuvent aujourd'hui espérer être au second tour. Regardez, je suis venu avec une seule note. Monsieur Zemmour, arrêtez de faire de Poutine l'agresseur, c'est lui l'agressé. Madame Le Pen, dans un journal que vous connaissez bien, qui paraît le dimanche, c'est la négation des préoccupations légitimes de la Russie par des puissances étrangères. Nous serions donc, la France, une puissance étrangère qui nierait les préoccupations légitimes de la Russie. Regardez ce qui se passe en ce moment autour de Kiev. Regardez ce qu'on nous annonce avec l'intervention des hommes de Kadyrov. Bien, mais vous venez de dire, par rapport au second tour, ça veut dire que vous estimez que ces candidats, par leur position, par leur déclaration, sont disqualifiés pour le second tour. Disqualifiés. Oui. Et c'est qui en est le juge ou l'arbitre ? Ce sont les électeurs. C'est à eux que j'en appelle, puisque nous parlons d'unité nationale. Eh bien, l'unité nationale, c'est aussi de voir quelles sont celles et ceux qui sont capables de se rassembler, d'aller à l'essentiel, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'Europe. Toute la théorie, par exemple, de M. Zemmour sur l'Europe, elle est contredite par ce réveil assez exceptionnel de l'Europe, qui prend des sanctions, qui s'engage. La décision allemande de mettre fin à cette forme de démilitarisation permanente, dont on peut comprendre pourquoi ils étaient les héritiers à cause du drame de la Deuxième Guerre mondiale. L'engagement même de la Suisse, bien, voilà des réalités fortes. C'est une vraie révolution. Mais, Monsieur Larcher, sur les candidats poutinophiles, certains vous diront aussi que les Républicains ne sont pas les mieux placés pour faire la leçon. Certes, l'ancien Premier ministre a quitté le conseil d'administration d'une grande société russe, mais François Fillon ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu la guerre. Écoutez, je constate la position qui est prise par notre candidate aujourd'hui. Notre famille politique, mais aussi nos amis du centre, ont une candidate, Valérie Pécresse, qui est extrêmement claire sur ce dossier-là. Et oui, je partage cette clarté. Qui est extrêmement claire, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes positions que le président de la République. Nous sommes unis. Nous pensons que la réaction européenne est une réaction positive. En même temps, cette crise, elle a révélé un peuple, le peuple ukrainien, à ceux qui ont douté. J'allais dire, saluons son courage, saluons le courage du président. Vous savez, je l'ai reçu au Sénat il y a un peu plus d'un an. J'avoue me sentir extrêmement proche de lui à cet instant particulièrement difficile. Et puis, elle a réactivé l'OTAN, qui n'était pas en état de mort cérébrale. Vous vous sentez proche, vous l'avez dit, de Zelensky, qui est une figure aujourd'hui de résistance, on peut le dire, mais proche jusqu'à quel point ? Jusqu'à ce qu'il faille accepter l'Ukraine dans l'Union européenne. Le président Zelensky le demande aujourd'hui. Ursula von der Leyen en a parlé aussi. C'est un symbole fort que cette demande. Ce serait aussi une déclaration de guerre. Il faut se poser la question au plan géostratégique et au plan de l'intérêt même de l'Ukraine, s'il faut immédiatement, par dérogation, accéder à cette demande. On a aussi une voix. Nous avons signé. Attendez, ça veut dire que le débat est ouvert ? Bien sûr, puisque Mme von der Leyen a dit qu'elle recevait cette demande. Donc si on intègre l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est une déclaration. Il y a aussi une voix
qui est très immédiate, c'est approfondir le traité que nous avons de coopération avec l'Ukraine, signé en 2017, qui porte pas simplement sur la dimension économique, et on peut lui donner un volet humanitaire immédiatement, mais aussi un volet politique. C'est-à-dire que quelque part, politiquement, cette Ukraine démocratique, nous pouvons la soutenir. C'est-à-dire qu'aussi que Poutine y verrait une déclaration de guerre, lui qui veut le statut de la neutralité, la démilitariser. Monsieur Poutine, ce seraient les conséquences en tous les cas. C'est l'analyse géostratégique qu'il faut faire, mais vous savez, c'est Thucydide dans la guerre du Péloponnèse qui disait que on ne respecte que ceux qui résistent, et en ce moment, l'Europe résiste. Elle résiste avec aussi des afflux de réfugiés, de déplacés par milliers, plus de 500 000 qui sont accueillis par des pays frontaliers, notamment la Pologne. La France organise aussi, Gérard Larcher, des villes se préparent à les accueillir. Votre département également des Yvelines. Oui, dès dimanche, le président du conseil départemental a pris un certain nombre de décisions. Ce que je vois dans notre pays, vous voyez, on parlait d'unité, c'est aussi les valeurs de notre pays, d'accueillir des populations qui tentent d'échapper à la guerre, au bombardement, et je pense que nous sommes vraiment dans nos valeurs. D'abord de soutenir celles et ceux qui souhaitent rester à proximité de leurs frontières en espérant rentrer, celles aussi qui souhaitent repartir en Ukraine pour combattre et accueillir. Là aussi, il y a de vraies différences avec certains qui se disent candidats et qui pensaient qu'il fallait contenir les réfugiés. C'est Là, vous parlez du candidat Éric Zemmour. Oui, je parle de Zemmour aussi. C'est important parce que vous parlez de valeurs et de traditions. C'est le seul candidat aujourd'hui qui dit qu'il ne faut pas accueillir, en tout cas qu'il faut aider la Pologne à accueillir ces réfugiés et ces déplacés. Vous vous dites que c'est contre nos valeurs ? Oui, parce que nous accueillons des peuples qui sont en guerre, comme d'autres nous ont accueillis à des moments de notre histoire. Ce sont des sanctions économiques également, Gérard Larcher, des conséquences quand même importantes qui sont infligées au régime russe, à Poutine, aux oligarques russes. L'Allemagne y participe, comme la Suisse désormais. Changement inédit, basculement, vous diriez carrément dans l'histoire aujourd'hui européenne. Et pour l'Allemagne, nous l'avons évoqué il y a un instant, c'est une vraie décision de rupture vis-à-vis de l'armement, vis-à-vis de l'équipement, l'effort que va conduire très rapidement l'Allemagne pour rééquiper et ajuster son niveau militaire, la fourniture d'armes, notamment la résistance ukrainienne. Et vous y êtes évidemment favorable, mais avec toutes les conséquences que l'Union européenne arme aujourd'hui les Ukrainiens, ce qui est un basculement aussi inédit dans notre histoire. Oui, mais c'était une démarche déjà engagée. C'est la décision allemande qui marque vraiment cette rupture. Les sanctions, il ne va pas falloir, j'allais dire, faiblir sur les sanctions, qu'elles s'appellent interdiction de survol de l'Union européenne, interdiction sportive, et puis surtout ces sanctions dont on dit qu'elles sont particulièrement fortes, le système SWIFT, par exemple, ça fait partie de ces sanctions, la Banque centrale de Russie et le blocage des avoirs de hauts dignitaires russes. Bien, des sanctions et de ceux qui abusent. Mais je reviens quand même sur la livraison d'armes. Est-ce à dire que nous sommes co-belligérants? L'exécutif français affirme en fournissant des armes. Nous soutenons un peuple qui a révélé sa volonté de vivre dans les valeurs de la démocratie et les valeurs que nous avons en partage, nous, dans le cas de l'Union européenne. Pour conclure, Gérard Larcher, Poutine est l'agresseur et l'envahisseur, c'est un fait indéniable. Toutefois, est-ce qu'on peut s'interroger? Est-ce qu'il y a eu des erreurs, des provocations américaines à travers l'OTAN? Faudra-t-il à l'avenir fixer clairement les limites et faire une introspection sur tout ce qui s'est passé? Ne faisons pas de Poutine l'agressé. C'est lui l'agresseur, le seul agresseur aujourd'hui. Alors qu'il retrouve les voies de la discussion, de la diplomatie, mais en attendant, il est l'agresseur. Il doit être condamné et nous devons lui montrer très clairement, dans les pays baltes, à la frontière polonaise, en Roumanie, que l'Union européenne a décidé d'être debout et face à lui. Derrière l'OTAN, quand même, rappelons-le. Bien sûr. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.